tous, dans cette vidéo, nous allons vous présenter la formation des 3 feuillets primitifs du placenta ainsi que leur devenir. On commence avec la première semaine de développement embryonnaire. On se trouve au niveau du pavillon de la trompe où un spermatozoïde rencontre un ovule pour former le zygote. Cette fécondation marque le début du développement embryonnaire. L'œuf, entouré d'une membrane pellucide, entame alors sa descente le long de la trompe. Durant sa migration, il va se diviser de manière asynchrone via de nombreuses mitoses. On passe de 2 à 4 blastomères, puis de 4 à 8. C'est ce que l'on appelle la segmentation. Jusqu'à ce stade, les cellules sont toutes totipotentes. Mais comment cet œuf se déplace ? On a l'action des cils tubulaires de par leur battement qui aident à cette migration. En plus, les cellules musculaires de la trompe utérine se contractent et facilitent ainsi ce déplacement. Puis, en plus d'être asynchrones, les divisions vont devenir asymétriques. Lors du 3e et 4e jour, correspondant au stade 16 à 64 cellules, l'étape de compaction permet l'apparition du stade morula. On commence à avoir les premiers lignages cellulaires avec une polarisation qui s'effectue uniquement en périphérie. En conséquence, les cellules perdent leur totipotence pour devenir pluripotentes. On se retrouve avec des cellules au centre qui sont apolaires, aussi nommées masse cellulaire interne ou alors bouton embryonnaire. Les cellules sur le pourtour de la sphère sont quant à elles polaires. C'est le trophectoderme ou coque trophoblastique qui est à l'origine du futur placenta. Jour 5. On arrive maintenant à une centaine de cellules. La morula devient un blastocyste. Les cellules sont bien jointives et délimitées. Cette étape correspond à la cavitation. On peut voir en effet qu'une cavité s'est formée, c'est le blastocèle. Cette première semaine se termine avec l'éclosion. Le blastocyste sort de sa membrane pellucide, qui lui est dorénavant inutile. Pour ce faire, on a besoin notamment de 2 enzymes pour fragiliser cette membrane, la trypsine et la collagénase. Aussi, le fonctionnement de la pompe Na+K+ATPase permet l'afflux d'eau dans la cavité du blastocyte en créant ainsi le blastocèle. La 2e semaine. Cette dernière s'initie avec l'implantation afin qu'elle se passe au mieux. Le blastocyste doit interagir avec les cellules épithéliales de l'endomètre. Il exprime alors des molécules d'adhésion, les sélectines, qui vont aider à la fixation du blastocyste. En même temps, les cellules épithéliales utérines expriment des petits prolongements cellulaires, les pinopodes. Au 7e jour, peut alors avoir lieu l'implantation. Elle se fait préférentiellement dans la paroi supérieure et postérieure de la couche fonctionnelle de l'endomètre lors de la phase progestative. Toute cette communication permet la mise en place d'une réaction du stroma endométrial. C'est la réaction déciduale. Mais alors, quelles sont les transformations qui ont lieu lors de cette 2e semaine ? Il y a la masse cellulaire interne qui va se différencier en épiblaste et en hypoblaste, et le trophectoderme, lui, va se différencier en cytotrophoblast, qui est proche du fœtus, et en syncytiotrophoblast, qui est au contact des éléments maternels. Ce syncytiotrophoblast s'étendra jusqu'à couvrir les cellules du cytotrophoblast. En même temps que le blastocyste s'enfonce dans la muqueuse utérine, cet épiblaste va proliférer. La plupart des cellules vont mourir par apoptose, ce qui va permettre la formation de la première cavité au sein de l'épiblaste, la cavité amniotique. Entre le 8e et 10e jour, l'hypoblaste va venir proliférer en formant des couches concentriques qui tapissent le blastocèle. Cela permet la formation de la vésicule vitéline primitive. Elle correspond à l'ancien blastocèle entouré des cellules de l'hypoblaste qu'on nomme maintenant membrane de Heuser. Entre-temps, à J9, on observe la formation des premières lacunes, les prémices de formation du placenta.
Entre la membrane de Heuser, vue précédemment, et le cytotrophoblast, un matériel réticulaire et acellulaire apparaît. C'est le mésoderme extra-embryonnaire. J12. Des lacunes dans ce matériel vont apparaître, puis converger ensemble pour former la cavité choriale. On a donc un changement du nom des cellules. Le somatopleure extra-embryonnaire, qui est sous le cytotrophoblast pour la cavité amniotique, et le splanchnopleure extra-embryonnaire, qui tapisse l'extérieur de la vésicule vitéline secondaire. Enfin, une nouvelle pousse proliférative des cellules de l'hypoblaste, selon le même processus que pour la première vésicule vitéline, va permettre la formation de la vésicule vitéline secondaire au même endroit que la précédente. De fait, la primitive est éjectée au pôle opposé. Lors du 13e jour, on peut parler d'embryon. Attention, l'embryon n'est pas libre, mais suspendu dans la cavité choriale par le pédicule embryonnaire. La 3e semaine. Principalement, la 3e semaine est marquée par la mise en place des 3 feuillets fondamentaux à partir de l'épiblaste. On appelle ça la gastrulation. Attention, jamais l'hypoblaste ne donne de tissu embryonnaire. Elle débute lors du 15e jour avec l'apparition sur le dos de l'embryon d'une ligne qui s'appelle la ligne primitive et qui est rehaussée par une petite dépression qui est le nœud de Hensen ou nœud primitif. Le premier feuillet à apparaître est l'endoderme. Il va y avoir un détachement des cellules présentes au niveau de la ligne primitive qui vont alors glisser dans le sillon et vont former un tissu qui va complètement remplacer l'hypoblaste et donner à terme l'endoderme. Le même processus s'opère pour le mésoderme, mais cette fois-ci, les cellules se contenteront de venir coloniser l'espace compris entre l'endoderme et l'épiderme. Puis, pour la formation du dernier feuillet, il ne s'agit pas d'un changement de position, mais d'une différenciation des cellules de l'épiblaste. L'ectoderme est alors formé. À la fin de cette semaine, les cellules sont multipotentes et tous les axes sont mis en place. Et les feuillets, ils deviennent quoi? L'ectoderme va donner 2 choses. Premièrement, le neuroectoderme et ensuite l'ectoderme de surface. Le neuroectoderme va donner le tube neural associé au système nerveux central. Il va aussi donner les crêtes neurales qui sont associées au système nerveux périphérique. L'ectoderme de surface, lui, va donner l'épiderme et les structures épithéliales associées. L'endoderme va donner les épithéliums en lien avec l'extérieur. Le mésoderme axial va donner la corde. Le mésoderme paraaxial, lui, va donner les somites. Le mésoderme intermédiaire va donner les reins, les surrénales ainsi que les gonades. Le mésoderme latéral est celui qui est le plus au bord. Il donne essentiellement les tissus conjonctifs, les muscles des viscères, des enveloppes. Il participe à certains organes, il donne des éléments de la rate, des surrénales, etc. Il participe aussi à la formation des vaisseaux sanguins. Merci d'avoir regardé la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Évidemment, elle ne remplace pas le cours, il s'agit seulement des grandes lignes pour une meilleure compréhension. Bon courage pour la suite!